Depuis 10 ans, l'Europe et nos gouvernements font n'importe quoi avec l'énergie. On en est au point où les prix de l'électricité tuent tous les jours des artisans et des commerçants en France, où des grandes entreprises sont en train de quitter l'Europe pour aller aux États-Unis à cause des prix de l'électricité. Pire, on ne sait même pas si demain, cet hiver, on aura assez d'électricité pour se chauffer, et ce, malgré les prix délirants qu'il y a. Tout ça parce qu'on a la moitié de nos réacteurs nucléaires qui sont à l'arrêt. Bref, pour moi, actuellement, il y a deux questions importantes. La première, c'est est-ce que nos réacteurs nucléaires vont être redémarrés pour la période froide? Il commence déjà à faire froid, mais la période la plus froide, c'est janvier-février. Donc, est-ce qu'au moins ils auront redémarré à ce moment-là? Et la seconde question, eh bien, pourquoi est-ce qu'on a des prix de l'électricité aussi importants aujourd'hui en France? Parce qu'on a quand même une relative autonomie grâce justement à notre parc nucléaire. Donc pourquoi est-ce qu'on ne bénéficie pas de cette autonomie et des prix bas de l'électricité qu'on a eu pendant presque 40 ans en France? Et pour répondre à ces deux questions, eh bien, j'ai invité Maxime Amblard. Maxime Amblard, bonjour. Bonjour. Donc Maxime Amblard, eh ben, vous êtes ingénieur en physique des réacteurs nucléaires et puis vous êtes l'auteur du livre Abondance et pénurie. Je mets un lien dans la description pour ceux qui veulent aller voir ce livre chez votre éditeur. Maxime Amblard, donc mes deux questions, on va commencer par la première. Tout d'abord, pourquoi nos réacteurs nucléaires ne fonctionnent pas en ce moment? On a 28 des 56 réacteurs nucléaires qui sont en France qui sont à l'arrêt, qui en principe auraient dû redémarrer d'après le premier planning qu'avait mis en place EDF et qui visiblement n'ont pas redémarré. Donc quel est le problème? Alors, il faut savoir, en préambule que la période 2020-2025 avait été anticipée comme à risque au niveau du parc nucléaire parce que, c'est au niveau notamment, dans le rapport de RTE, il y a bien cette identification du risque parce que, on réalise ce qu'on appelle le grand carénage. Le grand carénage des plus vieux réacteurs qu'on a, sur le parc nucléaire, qui représente quand même 32 réacteurs sur les 56 qu'on a au total. Heu et du coup, la réalisation de ces gros travaux, hein, au bout de 40 ans de fonctionnement, fait que on a des délais de maintenance, d'arrêt des réacteurs qui sont quand même prolongés. Donc on avait un risque vis-à-vis de ça. En plus, par-dessus ce risque qui était anticipé, est arrivé du coup le Covid. Le Covid qui a entraîné des reports de maintenance, des réacteurs et également pour, des questions de gestion du combustible, on fait parfois fonctionner des réacteurs plus longtemps ou moins longtemps pour essayer d'économiser du combustible. Pas dans le sens où on n'en aurait pas assez à mettre à disposition, mais c'est pour une gestion de planning, pour pouvoir, réalimenter, recharger les réacteurs, au fur et à mesure. Et enfin est arrivé le dernier sujet depuis le début d'année, qui est la corrosion sous contrainte, qui est, bah, une anomalie qui a été identifiée par EDF avec une méthode de détection, particulière qui, a fait que EDF a préféré, à la vue de ces, problèmes de corrosion sous contrainte au niveau de coudes, de circuits de circuits de sécurité, en fait. Donc c'est pas le circuit principal là où il y a, l'eau qui circule et qui va dans le cœur du réacteur, là où il se passent les fissions. C'est un circuit secondaire, un circuit de secours qui est touché. Mais par prévention et pour essayer d'anticiper les travaux au plus tôt durant l'été, quand on n'a pas forcément besoin d'électricité, EDF a préféré mettre à l'arrêt ces réacteurs-là pour commencer ces travaux. Mais comme il y a plusieurs réacteurs qui sont, touchés en parallèle et qu'on n'a pas forcément la main-d'œuvre suffisante pour pouvoir réparer, donc on fait appel à d'autres entreprises, donc on fait au mieux. Ils font au mieux en tout cas. Et ben, on se retrouve avec des réparations qui doivent encore se poursuivre là, alors qu'on va commencer à arriver en hiver. Et le Mais dernier sujet qui est plus récent a été les grèves qu'on a vécues, il y a un mois à peu près, je crois, c'était à peu près ça. Des grèves dans les centrales nucléaires et dans les raffineries qui ont entraîné également des reports au niveau de la maintenance et au niveau du redémarrage de certains réacteurs. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à avoir que, comme vous l'avez dit, 28 réacteurs qui sont redémarrés, enfin, qui sont en fonctionnement, sur le parc total, que l'on a à disposition
Et EDF annonce quand même au mois de novembre beaucoup de redémarrage de réacteurs, mais c'est pas totalement garanti qu'on ait, les capacités prévues par EDF, à la fin de l'été, pour cet hiver. Du coup, il y a un risque de plus en plus important, on le voit, qui commence à être émis par RTE ou par des journaux, de coupures d'électricité cet hiver, des coupures ciblées, localisées, soit pour des entreprises et si ça va un peu plus loin aussi pour des particuliers, au niveau de la pointe de consommation journalière, qui est à peu près autour de 19 heures. Mais alors, ce que vous me dites, c'est qu'on avait prévu que ça pouvait arriver sur 2020-2025, qu'on serait un petit peu short en électricité sur cette période-là. Mais il n'y a pas eu un plan qui a été mis en place en disant bon, ben, on va être short sur 2020-2025 avec les centrales nucléaires. Du coup, on met en place, enfin, moi, j'y connais rien, donc je ne sais pas, on met en place un autre système, peut-être thermique, avec du gaz, avec du pétrole, avec du charbon. Enfin, est-ce qu'on avait prévu quelque chose en se disant, ou est-ce qu'on s'était juste dit, on va être short et puis on serre les fesses et on espère que ça passera? Je suis pas dans les petits papiers du gouvernement, mais à mon avis, ils avaient prévu qu'on déploie davantage de renouvelables et que l'on ait des capacités de backup, donc de compensation de l'intermittence des renouvelables, éoliens photovoltaïques, style le charbon ou le gaz, suffisantes pour pouvoir passer ces hivers-là. Sauf qu'avec les coupures d'approvisionnement en gaz ou les difficultés, c'est plus des difficultés maintenant, d'approvisionnement en gaz, heu, la Russie ne nous en fournit plus. On a beau avoir réussi à remplir nos stocks en France, les stocks français et les stocks allemands ne sont pas suffisants pour pouvoir tenir, l'entièreté de l'hiver, en fait. On n'a pas assez de stocks pour pouvoir tenir l'entièreté de l'hiver si on fait fonctionner nos centrales à gaz à 100. Donc dans tous les cas, on a quand même un problème d'approvisionnement de l'énergie, de la source énergétique qu'on va mettre dans les centrales. Donc ils ont fait un pari. Le pari n'a pas fonctionné. Il y a eu le souci du conflit, enfin russo-ukrainien qui arrive au milieu. Et il s'avère qu'on va en payer le prix, du coup, cet hiver et peut-être même l'hiver prochain et les hivers à venir. Parce que, des capacités de production pilotables, ça se construit pas en, 1 an, 2 ans. Alors pour les centrales à gaz, centrales à charbon, ça peut aller quand même un peu plus rapidement que pour des centrales nucléaires. Mais pour les centrales nucléaires, c'est sur un temps beaucoup plus long, ce qui est un peu au désavantage du nucléaire. Heu, du coup, ça demande de l'anticipation et dans un système dans lequel on est aujourd'hui, où on dessaisit l'État de toute intervention publique dans le système électrique, beh, l'anticipation et la planification n'est plus de mise. D'accord. Donc on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc on va avoir 2, 3 hivers compliqués à passer. Au moins, ça dépend encore de la stabilisation du conflit en U enfin, il y a plein de paramètres, notamment géopolitiques, qui peuvent intervenir, surtout pour l'approvisionnement en gaz. Mais pour ce qui est de notre sous-capacité de production d'électricité pilotable qui devient chronique, en fait, parce qu'on en a supprimé au fur et à mesure du temps sur le réseau, européen. Et on a rajouté des moyens de production non pilotables, intermittents, éoliens photovoltaïques, sans forcément en rajouter des pilotables, à part récemment où, par exemple, l'Allemagne a relancé toutes les centrales à charbon qu'elle pouvait relancer, ce qui n'est pas forcément la meilleure des solutions, notamment pour, les émissions de gaz à effet de serre, loin de là. Du coup, en supprimant toutes ces capacités de production pilotables et bas carbone, en tout cas pour les centrales nucléaires, bah, on en arrive à ne pas pouvoir garantir de passer la pointe de consommation hivernale. Parce que la consommation d'électricité est quand même variable en fonction à la fois de l'heure de la journée. Donc il y a des variations, journalières, des variations hebdomadaires entre la semaine enfin l'intérieur de la semaine et le week-end et des variations saisonnières qui quand même sont du simple au double, hein. De l'été à l'hiver, on peut passer de 40 à 80 gigawatts de puissance de consommation d'électricité. Mais, Donc c'est pour mais l'hiver où ça alors, coince. vous parlez des capacités de l'Allemagne et de la France. Si on était hors Europe, enfin la France toute seule, voilà, là, on prend juste notre hexagone à nous tout seul, est-ce qu'on pourrait s'en tirer si on la jouait complètement perso, c'est-à-dire que on fournit pas de gaz à nos voisins, on garde l'électricité qu'on produit chez nous pour nous. Est-ce qu'on s'en sortirait ou est-ce que et donc est-ce que le problème c'est le réseau européen
Ou est-ce que non, comme ça on s'en sortirait pas non plus et le problème c'est pas le réseau européen, c'est le réseau français lui-même qui ne suffit pas. Alors, si on considère pas seulement la production d'électricité, mais vraiment le système complet qui va de la construction de l'infrastructure qui permet de convertir, une forme d'énergie en une autre, en électricité, de la cheminée et cetera. La France toute seule, isolée dans son coin, donc imaginons, on va prendre la France, on l'extrait de la planète Terre et on la met quelque part, toute seule, elle ne peut pas survivre. On a besoin de métaux qu'on n'a pas sur notre territoire. On a besoin de combustibles fossiles ou même d'uranium qu'on n'a pas sur notre territoire. Oui, 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 Donc sur non, du long terme, on ne peut pas fonctionner. oui, oui, non, mais ce que je veux dire, là, en fait, ce que vous disiez, c'est que l'Allemagne a rallumé toutes les centrales qu'elle pouvait, nous, on en a rallumé beaucoup, et on va manquer de gaz pour la France et l'Allemagne, alors qu'on a des capacités qui sont pleines. Est-ce que si on éliminait l'Allemagne de l'équation, c'est-à-dire qu'on on, on fonctionne en autonomie comme on pouvait le faire dans les années 80, c'est-à-dire que c'est pas, on met pas un mur, on met pas une ligne Maginot le long de nos frontières, mais on, on produit de l'électricité pour la France, voilà, tout Mmh. simplement. Est-ce que comme ça, on se suffit ou est-ce qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes là Pour pour c passer l'hiver, par exemple? pour cet hiver, c'est la France qui pose problème en termes de capacité de production, en fait. L'Allemagne a, par exemple, les centrales au gaz, enfin la quantité de centrales au gaz suffisante pour pouvoir produire de l'électricité. Ce qui lui manque, c'est le gaz à mettre dedans. D'accord, La France, nous, ce qui nous manque, c'est vraiment les capacités de production nucléaire que l'on n'a pas. Et donc si jamais, il y a moins de vent et moins de soleil, bon moins de soleil, ça c'est sûr, en hiver, il y en a moins, mais si jamais il y a une période sans vent et avec, du beaucoup de froid, là, c'est la France qui pose un peu problème dans l'équation alors. Et c'est pour d'accord, ça ok. qu'on dit, en gros, à l'Allemagne: «On va vous refiler du gaz pour que vous fassiez tourner vos centrales à gaz, vos modes de production d'électricité au gaz, pour que vous nous fournissiez l'électricité qui va derrière» et qu'on arrive à stabiliser le réseau européen grâce à ça.